Il y a eu quelques échanges rapides, mais très qualitatifs, et puis on a senti qu'on avait envie de se parler, et je vous remercie d'autant plus ce soir pour être présent parmi nous au niveau du Club Sequoia, sur un sujet qui nous touche à tous. Mon métier, vous le savez, c'est l'immobilier d'entreprise. Cet après-midi, j'étais chez les clients que j'avais implantés, et on a toujours le plaisir donc d'implanter des entreprises dans notre métier. Mais malheureusement, 8 ans après, une entreprise dans la menuiserie qui est en difficulté, encore 1300 personnes qui seront demain, c'est le cas de dire demain, au chômage. Donc il y a des sujets qui nous touchent. Et voilà, donc c'est un message que je fais passer, mais ce message il sera encore beaucoup mieux retransmis par Philippe Rambaud. Et je passe la parole à Michel qui nous a mis en relation avec lui. Merci. Alors en fait, je n'avais pas du tout prévu d'intervenir. Pour tout dire, j'aurais voulu être à votre place modestement. Et comme Philippe m'a dit, c'est vrai qu'on fait un bout de chemin ensemble depuis 10 mois. Je me dis, non, tu vas témoigner, tu vas être à mes côtés. Bien entendu, c'est un grand honneur de le faire. Donc je le fais avec grand plaisir. La première chose, c'est que par rapport aux besoins du club, c'est vrai qu'un certain nombre d'entre vous ont souhaité qu'on parle de la crise. C'est quelque chose qui vient de vous et c'est une de vos attentes. Mais pourquoi ne pas parler de la crise en parlant des bons côtés de la crise et notamment du rebond? Donc quand en effet le besoin a été parlé de la crise, je me suis dit en effet pourquoi ne pas parler du rebond? J'en ai parlé à Philippe Rambaud qui m'a dit oui spontanément tout de suite. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que modestement, il va dire que je mets la pression, ok c'est pas une diète, mais dans sa catégorie il est très bon. Parce qu'en fait on a rarement la chance de l'écouter. Pourquoi? Mais moi je t'ai entendu que 10 minutes en conférence. Parce que c'est pour ça. C'est pour ça. Il fait des conférences à HEC, il fait des conférences sur l'EDF. On n'a pas la chance de l'avoir pendant une quarantaine de minutes. C'est intéressant. Maintenant, je veux dire qu'en fait, comment je l'ai rencontré? Vous savez tous qu'on a eu des hauts et des bas. Moi, j'ai une entreprise qui a été liquidée, qui a été reprise à la barre du tribunal, à 5% de son prix, avec des gens qui font fortune aujourd'hui. Parce que j'ai peut-être pas eu la vision de faire évoluer la société assez rapidement, l'activité assez rapidement. Puis il se trouve qu'au mois de janvier, je dirais là vraiment au plus profond de la crise, j'avais trahi tout le monde, les clients, les collaborateurs, moi-même, les banquiers, les assureurs. Forcément, quand on dépose le bilan, on est un loser, on est un nul, on est en fait, les gens s'écartent et comme par hasard. Et bien j'ai trouvé un homme, en fait Philippe Rambaud, au-delà des qualités humaines, mais ça limite. Tout le monde le dit dans tous les discours. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il avait vécu le même parcours, il avait les mêmes mots, il a su quelque part conceptualiser l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, mais attends, c'est mes mots, j'avais écrit, moi, une formation qui s'appelait Tirons profit des erreurs pour en faire des profits, lui, c'est Tirons parti des erreurs pour en faire des rebonds. Et en fait, il se trouve, c'est mes mots que tu as. Et il se trouve que dans 60 000 rebonds, on se trouve avec des gens, c'est assez amusant parce que les gens qui n'ont pas eu de liquidation, ils s'excusent presque de ne pas en avoir eu. Je suis désolé, moi j'en ai pas eu. Donc ce que tu fais là, moi j'en ai eu. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a 3 choses. 1, c'est introduire la notion de l'échec dans les mentalités françaises et dans la formation, en disant peut-être que ce qui était mon cas quand tout nous réussit, les conditions d'échec sont réunies. 2, bien entendu, quand les candidats, ne sont pas au pénal ou etc. Mais quand les candidats sont valables, d'avoir un accompagnement psychologique et économique, être un environnement qui crée les conditions du rebond. Alors bien sûr, aujourd'hui je considère que la meilleure école d'apprentissage c'est se casser la figure. D'autres non, parce que d'autres sont très bons et ont réussi. Et comme dit mon avocat, autant on va prendre un moindre frais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas du tout prévu cette intervention. C'est un grand honneur. C'est un grand plaisir de recevoir Philippe Rambaud, d'autant qu'il a imaginé la notion, alors là c'est moi qui fais la conférence. Oui, je vois. Mais ça me va très bien. Il a imaginé la notion de Bordeaux le rebond, il a présenté à la Juppé, et la Juppé a trouvé ça intéressant. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'échec du rebond pour poursuivre l'entreprise entrepreneuriale. Voilà. Après ça, il peut rien dire. 40 minutes, c'est ça la règle du jeu, sachant que j'ai évidemment aucune certitude.
j'ai quelques convictions que je vais vous transmettre, qui ne sont pas les miennes, qui sont celles qui sont issues du travail que nous menons au sein de l'association 60 000 rebonds. Alors, mon aventure personnelle, celle de Michel, évidemment, participe à la construction de nos convictions. Et les convictions, c'est fait pour évoluer. Donc, peut-être que ce que je dirai ce soir évoluera, et que dans 1 an ou dans 2, si on se retrouve, je dirais, il y a 2 ans, j'ai dit des choses qui ne sont peut-être plus vraies aujourd'hui. Surtout dans le monde très imprévisible et qui évolue très vite que nous sommes en train de traverser. Ce que je vais vous dire ce soir modestement, mais je trouve que ce qui serait intéressant, c'est qu'on ouvre rapidement le dialogue, parce que moi aussi, c'est que je m'enrichisse de ce que vous me direz. Je vais vous dire que la réussite, c'est merveilleux. Et évidemment, c'est quelque chose derrière laquelle nous courons tout au long de notre vie. Nous sommes quand même façonnés par une éducation qui nous pousse à la rechercher et qui nous pousse à nous distancier de l'échec dès qu'on est enfant, quelle que soit notre éducation. Et la réussite est quelque chose d'éphémère, alors que l'échec, c'est quelque chose de constructeur. La réussite, ça nous pousse souvent à l'arrogance et à un sentiment de toute puissance, que ce soit avec les filles, avec les garçons à 14 ans, que ce soit après, quelquefois avec ses gosses même. On se dit, tiens, on les a réussi, rapidement ils nous rappellent que c'est pas aussi simple que ça. Et puis c'est vrai dans l'entreprise. Et puis, alors que l'échec, lui, nous amène incontestablement à la remise en cause, à une forme de douleur, à une souffrance, et je crois que l'être humain, effectivement, ne progresse que dans ces conditions. Donc je ne dis pas qu'il faut vivre que d'échecs, mais l'échec est incontestablement, et à tout niveau, au niveau d'un individu, au niveau d'une entreprise, d'une organisation, d'un pays, je crois que c'est une occasion exceptionnelle de grandir. La question après, c'est comment on fait pour transformer un échec, et on vit tous ces échecs, comment on fait pour que cet échec soit productif, soit intelligent, soit effectivement une source de progrès. Et ça devient plus compliqué. Parce que là, on tombe sur un obstacle important qui est finalement notre culture. Et notre culture, elle est faite d'éducation, mais elle est faite pas que de ça, elle est faite aussi de tout ce que nous apprenons. Et on ne nous prépare pas à l'échec. On parlera peut-être tout à l'heure d'un mot qui peut choquer certains, qui est le mot de deuil. Quand on fait un échec, on a un deuil à faire. Alors ceux qui ont vécu le deuil d'un enfant trouvent que ce mot de deuil est abusivement utilisé quand il s'agit d'une faillite ou d'un échec particulier. Je comprends d'ailleurs ce choc, mais néanmoins c'est ce qui se passe. Et ce deuil, on a un moment assez court où on est en plein choc et on est ouvert, et c'est ce moment-là où la terre est fertile et il faut vraiment bien l'ensemencer. Parce qu'après on reprend des habitudes. Et si on n'a pas compris pourquoi on a échoué, il est très probable qu'on va recommencer les mêmes échecs. C'est vrai dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, pas des divorces. Quand on se marie trop vite, souvent on n'a pas compris pourquoi on avait divorcé, et on n'a pas compris éventuellement pourquoi on est en train de refaire éventuellement la même bêtise. Toujours un autre contexte, mais c'est profondément la même bêtise. Après la faillite, c'est un peu pareil, et après toute forme d'échec, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir en ce moment, par exemple, puisque j'en ai écouté des conseils, je vais vous raconter 2 minutes mon histoire, je suis en train de réfléchir avec des patrons d'entreprise à ce qu'ils font de leurs échecs. Et je suis étonné de voir à quel point, quand je leur dis, mais on apprend plus de ses réussites ou de ses échecs? Évidemment, on apprend beaucoup plus de ses échecs. Ah bon? Et au sein de l'entreprise, là, vous en faites quoi de vos échecs? Vous en avez? Alors, ils disent bien sûr. Bon. Vous en parlez? Ben non. Non, parce qu'en plus, si on en parle à la bourse, ça fait pas chic. Bon. Et je dis, mais en interne, comment vous gérez ces échecs? Vous mettez des ressources spécifiques pour les identifier, les travailler, ou est-ce que vous mettez un tapis dessus, comme disent les Anglais, et puis on passe à autre chose, quoi? Ben, ils me disent oui, on met un tapis dessus et on passe à autre chose. Bon. Et je dis, est-ce que c'est pas un gisement exceptionnel que simplement il faudrait les forer? Il faudrait soulever le tapis et aller planter, comme on fait du pétrole, on irait le forer. Et Lynn a totalement raison. Pour les autres. Pour nous, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, on est évidemment, vous l'avez compris, sur un sujet qui est un tabou. Il est un tabou, et un tabou, c'est essentiellement culturel. J'ai eu la chance d'avoir
une partie de ma vie travaillé aux États-Unis, et tous les gens qui bossent aux États-Unis, tous, sans exception, parce que les Français ou les Latins, reviennent en disant c'est incroyable, on n'a pas du tout la culture de l'échec aux États-Unis pendant. C'est vrai que c'est une connerie, c'est la police cache. À un moment, on s'est dit c'est un peu comme les alcooliques anonymes. Personne ne se déclare alcoolique. Personne, enfin, moi je connais très peu, qui sont venus me voir en disant je suis alcoolique. Bon. Et néanmoins, il y en a. Bon. Il faut les trouver. Donc ça s'est fait par du bouche à oreille, voilà. Et puis on a fait un peu de presse pour faire sortir les gens. Et puis on a commencé, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, et là Michel en parlera mieux que moi, enfin. Parce que tous ces hommes et ces femmes, et les femmes, sont dans le combat. Et une femme nous a dit, enfin je peux poser mon sac. Et enfin, ceux qui étaient là le 11 juillet, elle s'est exprimée, elle a dit, enfin j'ai l'impression d'être comprise. Je suis avec des pères, et à l'IRS, qui ont compris, qui ont vécu la même chose que moi, et enfin je suis soutenu, alors que jusqu'ici j'ai l'impression de lutter tous les jours dès que je me réveille, etc., avec mes lettres, voilà. Et c'est vrai. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance, au bout d'un an on a trouvé que ce projet avait du sens, et donc on l'a déployé sur 10 villes, donc on aura ouvert 10 villes à la fin de l'année. Et je vous dis, à Lyon, à Nantes, à Toulouse, les problématiques sont les mêmes. Voilà. La seule ville où j'ai beaucoup hésité, c'est Paris. On a ouvert à Paris parce que les Parisiens m'ont dit, tu nous emmerdes, excusez-moi l'expression, à dire que tu ne veux pas aller à Paris. Bon, il y a du monde, on a des candidats, on a déjà 14 entrepreneurs qui ont tapé à la porte. Tu ne vas pas nous faire attendre 107 ans pour venir à Paris. Et je dis, je suis très embêté à Paris, parce qu'il n'y a pas de solidarité à Paris. À Bordeaux, vous voyez, on s'aide très vite. Alors, partout, dans toutes ces villes, il y a des amitiés, des inimitiés, des jalousies, tout ce qu'on veut. Mais on s'aide. À Paris, on ne s'aide pas. Voilà, c'est comme ça. On est anonyme, on est dans notre coin, on court tous. Il n'y a pas d'esprit humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que plein de gens veulent quitter ces grandes villes. S'ils sont parce qu'il faut qu'ils bossent. Mais s'ils avaient envie, leur rêve, c'est de se tirer, d'avoir une maison et d'avoir des amis. Bon. Alors on a quand même, j'ai cédé, nous avons ouvert une antenne à Paris. Mais j'en suis pas fier. Non pas des gens qui y sont, je suis très fier d'eux. Je ne suis pas fier d'avoir cédé. Car je ne suis pas sûr que c'est à Paris qu'on trouvera. Alors, je suis sûr que c'est Bordeaux qui aura inventé toutes ces techniques. Et d'ailleurs, c'est celle que je propage maintenant dans les autres villes. Et je ne suis pas sûr que j'aurai l'état d'esprit, d'ailleurs je le sens déjà, à Paris, que j'ai dans toutes les autres villes, à taille plus humaine. Voilà. Donc, je vous dirai dans un an ce que ça aura donné à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a appris en gros, et qu'est-ce qu'on dit, parce que je vois qu'il est 9h15, qu'est-ce qu'on dit à nos étudiants sur l'échec, qu'est-ce que déjà cette expérience nous a donné. Alors on leur dit qu'il y a un avant-échec, et un pendant et un après-échec. Bon. Alors la faillite est un échec, et je pense que ce qu'on leur dit est applicable à beaucoup d'autres choses. La première chose qu'on leur dit, c'est garder de la distance et du recul. Relativiser ce qu'est votre vie professionnelle. En fait, les entrepreneurs, ils ne me parlent pas de leur entreprise, ils me parlent de leur bébé. Je vous assure, ils me parlent de leur aventure, de leur bébé. Enfin, ils utilisent des métaphores qui sont des métaphores humaines. Et on leur dit, tant que vous êtes dans la métaphore humaine, vous êtes foutus. Vous avez un business model. Alors on utilise ce mot affreux américain exprès pour leur dire, attendez, c'est un business model. Donc, si vous le réussissez, vous n'êtes pas les génies des Carpates, et si vous échouez, vous n'êtes pas non plus une merde. Vous avez simplement un business model qui peut être profitable ou non profitable. Déjà, ça remet un peu de distance, relativise. Mais c'est pas un bébé. Donc s'il meurt, c'est l'entreprise de leur vie, c'est pas votre bébé que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Arrêtez, parce que si vous commencez à mettre autant de passion, d'émotion et d'affect dans votre prochain business, dans celui que vous venez de vivre, mais vous êtes parti pour vivre de grosses emmerdes, de grosses angoisses. Et cette angoisse va tuer votre lucidité. Et la lucidité dans un monde imprévisible, qui bouge tout le temps, où on ne sait pas où on va être demain, la flexibilité, la lucidité, c'est essentiel. Donc si vous commencez à mettre un affect aussi fort, vous ne vous en sentirez pas. Et alors ils me disent, mais il n'y aura pas d'aventure dans ces cas-là. Parce qu'un entrepreneur,
sa vie à fond. Oui, et bien c'est possible de vivre à fond une aventure tout en gardant de la distance. Ce n'est pas naturel, ça se travaille. Mais les tiers, justement, lucides autour de soi, doivent être là pour dire « Attends, là tu vas trop loin. Non, non, c'est pas ton bébé. Arrête. Tu donnes trop de temps. Tu n'as plus de vie. Donc tu es en train de te faire posséder par ce que tu vis. » Et réfléchissez au couple et à la passion. Réfléchissez à beaucoup d'autres choses dans la vie. Je ne suis pas sûr que une passion débordante et qui nous dépasse nous rend vraiment intelligents. C'est merveilleux. Aucun d'entre nous me dirait j'ai plus envie de vivre de passion. Mais je ne suis pas sûr que c'est le moment où on a été le plus lucide et le plus intelligent. On a peut-être même fait des grosses conneries, excusez-moi, pris par la passion, parce qu'on n'a plus su distinguer finalement ce qui était le fond et ce qui était finalement l'affect. Donc on leur dit distance, recul. Alors il dit mais comment ça se traduit? Alors on leur dit bah vous voyez ce qu'on fait avec nos entrepreneurs quand ils arrivent avec un projet, un nouveau projet. On leur dit quel est ton plan B? Alors un entrepreneur il n'a pas de plan B. Il a un plan A et un plan A. C'est-à-dire qu'il dit j'ai un projet, je l'adore, il est génial, il va marcher. D'abord, j'ai mis assez de temps d'être sur pied. Hein. On m'a assez dit de fois qu'on n'y arriverait pas et que j'y suis arrivé. Donc tu ne vas pas m'embêter à chercher un plan B. Eh bien, on lui dit si. Si, parce que tu ne sais pas si ton plan A il va marcher. Tu ne sais pas, moi je ne sais pas, personne ne le sait. Parce que, alors ça aussi, c'est une leçon terrible pour les jeunes. Il y en a un, il m'a dit, il n'y a pas de hasard. Ah bon, il n'y a pas de hasard. Bon, je lui dis, mais t'es né avec 2 bras, 2 jambes et une tête bien faite, du côté des bourgeois, dans un pays en paix, c'est dû à toi, ça? Ah non, bon, d'accord. Donc, il y a des choses qui dépendent de toi, évidemment, qui sont de l'ordre de la volonté. Mais notre volonté, je veux dire, demain matin, il y a une crise économique, notre volonté, qu'est-ce qu'elle pèse? Rien. Donc, je lui dis, tu vas apprendre qu'il y a une partie due à toi, que tu as sous contrôle, évidemment, c'est pas, on n'attend pas que tu tombes tout cuit, et qu'il y a aussi plein de choses qui dépendent pas de toi. Donc, dans ton projet numéro A, eh ben, il y a des conditions, on n'est pas sûr qu'elles seront remplies. Et alors là, on n'est pas sûr demain matin, on est encore moins sûr dans 5 ans. Donc, tu vas prévoir un plan B. Et puis, tu vas voir qu'en prévoyant un plan B, au début, ils sont pas capables, hein, ils n'y arrivent pas. Donc, ça se travaille, ça. Bon. Il n'y a pas de plan B, parce que le cerveau est tellement étroit que, et puis, le plan B, il arrive. C'est marrant parce que quand on pense à un plan B, on pense à un plan C. Parce que, ça y est, l'imagination vient. Et puis on se dit, quand le plan D arrive, on se dit, mais finalement le plan A, c'est peut-être pas le bon. Finalement le plan D, à force d'y réfléchir, bah ouais, j'ai progressé, voilà. Ça, on commence à se distancier, à relativiser. On ne perd pas sa passion pour autant. On a simplement eu un peu plus de lucidité, de distance, et donc d'intelligence. Au passage, ce travail est incapable à faire tout seul. Alors je ne crois absolument pas à l'auto-lucidité. Surtout quand on est entrepreneur et qu'on a un petit peu de grain de folie. Alors là, c'est tout seul, non. Il faut accepter qu'on ait besoin des autres. Ce qui veut dire aussi, au passage, qu'on leur laisse le droit à la parole. Or, un entrepreneur, c'est un peu sourd. Et d'ailleurs, quand on est pris par la passion, on est sourd. Moi, ma première femme, mes copains me disaient, faut pas l'épouser. Et je leur disais, je ne comprenais rien. Bon, j'ai divorcé 8 ans après. Pas forcément parce que je n'étais pas écouté. Mais 8 ans après, quand ils me disaient, on t'a quand même dit que cette fille n'était pas faite pour toi. Eh oui, je n'ai pas écouté. On est sourd. C'est comme ça. Bon, je n'incite pas au divorce. Mais on prouve aussi que même dans la vie personnelle, ça peut arriver. La deuxième chose dont on leur parle, c'est la protection personnelle. Vous êtes des entrepreneurs, formidable. Vous allez réussir, c'est évident. Est-ce que vous êtes protégé personnellement? Alors, ils ne comprennent pas, surtout les jeunes, parce qu'ils n'ont pas de patrimoine en général. Donc, ils ne comprennent pas la protection. Ils sont souvent pas de charge de famille, donc ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et on leur dit, par exemple, première protection, votre entraînement physique et mental. Parce que vous partez dans une aventure, mais pas que dans l'entreprise propre, même dans le salariat. Vous partez dans une aventure qui va être mouvementée. Est-ce que vous êtes en forme? Alors, quand ils ont 26 ans, ils disent, t'es gentil, de 61 ans. D'accord?
faut en fonctionner. Bon, très bien. Alors, quand ils ont 40 ans, c'est déjà un peu plus complexe. C'est un moment intéressant. Alors, prenez, forme physique, ça va, ça passe assez bien. Forme mentale, honnêtement, 45, là, ils commencent à être chargés par un certain nombre de problématiques qu'ils n'ont pas forcément traitées, et on leur dit, bah, ça ne sera pas en plein traumatisme, il faudra, il y a plein de problèmes d'entreprise, il faudra poser la question de savoir s'il faut pas un électrocardiogramme, et s'il faut pas l'écrire et faire du sport, ce sera peu tard, et c'est pas le moment où il faudra vous poser des questions sur la confiance en vous, vous savez, les signes de vous, etc. Ça serait bien que vous les voyiez un peu avant. Évidemment, on leur dit, il ne prend pas les questions personnelles, bien sûr que non. Bon, bien sûr, on se retrouvera dans la rue, mais bon, n'en prends pas, rappelle-toi que résiste. Et puis enfin, tu prends une assurance. Et ils disent, mais non. Mais on lui dit, si. À nouveau, 82% dans les entreprises ne passent pas l'âge de 8 ans. Donc, l'échec est une option à probabilité élevée. Tu ne ferais jamais ça pour ta bagnole. Tu prendrais une assurance, tu n'as pas le droit. Puis ben, tu sais que si l'accident fait partie d'un film, c'est pas grave, tu t'assures, tu poses la question. Bah là, tu t'assures contre ta femme, pourquoi tu t'assurerais pas sur ton autre véhicule? Voilà. Je ne suis pas sûr, je suis convaincu que tout le monde. Et nous vous d'ailleurs dans notre association, plus aucun de nos entrepreneurs ne part pour l'assurance. Nous travaillons actuellement sur une assurance chômage pas chère, donc moins cher que celle que j'avais, qui donnera que 1 ou 2 SMIC, mais 1 ou 2 SMIC ou 0, c'est arrangé. Voilà. Mais complètement élevé. Donc on essaie de travailler ça. Et puis, on leur dit en fait, toi, de tiers, je pas besoin de vous revenir là-dessus. Après, quand l'échec arrive, on leur dit si jamais ça arrive, il y a 2 postures à avoir, de ce qui nous semble être nos conditions. D'abord, c'est de reconstruire les signes de soi. Parce que ce qui va être abîmé très vite, c'est dans les signes de soi. Et les signes de soi, c'est un combat de vie. Et c'est très long à construire. Et c'est très rapide à détruire. Parce que finalement, on est très fragile. Même les plus arrogants, et nous, c'est peut-être même les plus fragiles, je les ai vus devenir plus rien. Donc, c'est de la restauration. Mais en même temps, ça veut dire qu'on est assis sur un édifice lourd. Et les signes de soi, quand elle est cassée, c'est assez long à reconstruire. Et à nouveau, ça ne peut pas se reconstruire seul. Donc il faut admettre que, alors on a besoin de tiers, on a besoin de tiers de très bonne qualité. Et c'est vrai que la réaction d'un entrepreneur qui a fait faillite, c'est pas d'aller chercher un petit peu de thérapeute dans la gauche. Et même s'il avait 3 sous, il les investirait pas là-dessus. Et ben c'est pourtant une grosse erreur. Et c'est vrai que dans l'entreprise et dans tout, il y a du savoir-faire. Alors oui, on peut faire des business plans, des business models, tout ce qu'on veut, bon. Mais, allez, on va dire 80%, je n'ai pas de chiffre, mais je vais le dire, c'est du savoir-être. Avec ses clients, avec ses salariés, avec soi-même. Et ça, savoir-être, quand il est attaqué, quand les signes de soi est détruit, il n'est plus un grand manager. Et donc, là, il faut bien le construire. Donc, vous trouvez les gens pour le construire. Et on leur dit, la première des choses, on parle de deuil, enfin, on parle de tout ce qui se fait, on dit, tu vas être en colère, puis après tu vas l'accepter, puis bon, puis même tu vas te dire que tu es responsable, en partie, de cet échec. Alors qu'au début, tu devais lancer les autres. Non, tu n'avais pas de responsabilité. Et surtout, tu vas essayer de comprendre le système qui est en toi et qui a provoqué l'échec. Parce que tant que tu l'as pas compris, il y a de grandes chances que tu le, comme je disais au début, que tu le reproches. Parce que simplement, il est inhérent à toi, tu ne t'en rends même plus compte. Et à nouveau, je vais te parler avec Igor. Quand on n'a pas compris pourquoi on s'est planté, alors on va très probablement se replanter. Enfin, il y a de fortes probabilités. J'ai un ami, c'est un génie. C'est vraiment un génie. Quand je t'en parle, j'ai en tête. C'est un type qui vient de vivre, à la fois dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle et sa vie, on va dire, sa santé, 3 drames simultanés qui valent largement la faillite. Il a vécu, bon, une chimiothérapie absolument effrayante, avec 4 chutes, tous les examens qui étaient foutus. Enfin, vraiment, pour avoir les niaques, il faut se lever tôt. Et il a fait un petit club de 5 ou 6 personnes qui l'aident, et on l'a accompagné durant sa maladie. En plus, bon, le divorce est arrivé juste avant, il s'était fait licencier, enfin, vraiment, il avait la totale. Et un jour, il me rassemble, il est sauvé, bon, il a été sauvé. Et il me dit, bon, comment vous m'aidez? Alors, on est un peu emmerdé parce que, bon, en fait, on essayait de lui faire comprendre qu'il n'avait pas changé. Et à un moment, on lui a dit, en fait, il y a un problème, c'est que tu viens de vivre 4 ans, là, épouvantable. Mais en fait, tu es le même que celui que tu étais avant. C'est-à-dire que les problèmes que tu avais, qui en fait professionnellement, on était là pour les écoles professionnelles, l'équation est la même. Donc, tu vas les reconnaître maintenant. Et il nous a dit, c'est scandaleux ce que vous dites. Vous savez ce que je viens de dire? J'ai complètement changé. Et on lui a dit, tu viens de dire quelque chose d'atroce. Sincèrement, ça nous sert, enfin, bon, je ne sais pas ces détails. On irait pour rien au monde, donc c'est très courageux. Ah, ça, c'est super courageux.
Mais t'as pas compris, en fait, ce que tu es, qui tu es, et pourquoi tu finis tout le temps par des problèmes, y compris dans ton école. Et je vous assure que ce type est un génie. Très bonne école. Et il est connu en France pour être un génie. C'est-à-dire que la capacité d'apprentissage, notre capacité d'apprentissage, n'est pas évidente. Je dis que l'échec et l'inconfort est une fantastique occasion d'apprendre, mais c'est pas automatique. Et ce que nous essayons de comprendre dans l'association, justement, parce que ça c'est l'essentiel, et c'est vrai aussi dans les entreprises, qu'est-ce qui fait que, par moment, on apprend énormément de nos échecs, et par moment, on n'apprend pas. Et c'est ce qu'on explique à ces jeunes entrepreneurs, c'est qu'on leur dit, va falloir que vous mettiez dans les meilleures conditions d'apprentissage, pour que le rebond se fasse, mais que le rebond ne ramène pas que vous étiez avant, le rebond vous fasse rebondir bien plus haut que vous étiez avant, et que vous puissiez dire, ça a été une chance. Il faudra que vous bien rebondir, vu tout ce qu'on a laissé dans la faillite. Hein. C'est ce que nous voudrions que tous nos entrepreneurs que nous mettons puissent dire. Ça a été une chance. Bon, alors ça veut dire qu'ils auront compris que bon, ils seront refaits, mais ils se rendent compte qu'ils ont considérablement grandi. Voilà. Et nous travaillons beaucoup là-dessus, sur la capacité, alors économique, parle de résilience, beaucoup de philosophes travaillent, les sociologues et l'économie travaillent sur ce sujet, parce que c'est le sujet à la mode. Ouais, on vit dans un monde de crise. Donc l'échec, tout le monde a compris, il n'y avait pas des meilleurs à côté des ordres, tout le monde a compris qu'on va vivre des aléas. Et nos jeunes générations, alors ils ont parfaitement compris, sauf quelques enfants de grandes écoles qui se croient privilégiés, les autres ils ont compris. Ils ont d'ailleurs tellement compris qu'ils ont une réflexion à très court terme, qui est, je ne dis plus à 20 ans, attends, je prends la vie telle qu'elle vient. Et puis, j'ai vu mon père se faire demander de toute façon, alors qu'il avait donné toute sa vie à son entreprise. Donc j'ai bien compris que, voilà, la relativité du monde professionnel, et puis j'ai vécu aussi des divorces de mes copains, donc j'ai vécu la relativité affective, et puis, voilà, donc, ils comprennent beaucoup plus vite que nous. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont mieux préparés. Ils ont compris les aléas. Ouais. Ils ne sont pas forcément mieux préparés, parce que dans notre éducation, je pense qu'on a toujours un temps de retard. Quand je regarde l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, je ne les ai absolument pas préparés aux grands enjeux de leur vie. J'ai cru, mais quand je regarde aujourd'hui, non. Honnêtement, j'ai fait mon mieux, mais de toute façon, je n'anticipais pas la vie telle qu'elle est. Voilà, donc je ne les ai pas vraiment bien préparés. Et puis, je dis, bah non, je vais les préparer, vous démerderez, et puis bon, bah, il faut trouver une solution. Bon. En tout cas, verbaliser, exprimer, expulser, comprendre, c'est la clé d'un monde. Et comprendre d'abord qui on est. Parce que tout part là. Et l'entreprise, en particulier, c'est très compliqué pour qu'elle comprenne qui elle est. Je dis à des patrons, vous ne renouvellement pas vos échecs si vous comprenez qui vous êtes. Je dis, mais on est 85 000. Comment que je fasse pour comprendre qui je suis? Bon, enfin, pardon, qui l'entreprise est? Ben, je leur dis, on va peut-être commencer par toi. Parce que l'entreprise, elle est très identifiée à son patron. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est lui l'exemplarité. Donc déjà, on peut peut-être regarder comment toi tu te comportes et qui tu es, parce que très probablement ça impacte plus les hommes que les actionnaires. Bon, là on commence à entrer dans l'étude. C'est tout de suite les grands patrons qui acceptent de regarder qui sont leurs forces, leurs faiblesses, et éventuellement de le communiquer à leurs collaborateurs.
filles chez elle qui sont toute l'administration remarquable. Elle s'est fait siffler. Je suis intervenu aux hostilités du MEDEF, j'étais honteux. Parce que s'il y a bien une ministre qu'il ne faut pas siffler, c'est Fleur Pellerin. Parce que c'est vraiment. D'abord, c'est pas une politique, cette femme. Elle est comme vous, comme moi. Elle vient du monde de la cité civile, comme on dit. Donc, elle n'a pas été élue. Et on lui dira un jour, tu peux pas progresser, tu n'es pas élu. Donc, on lui dira, faut choisir. Soit tu te fais élire, soit tu sors. Et peut-être qu'on la retrouvera demain chez Areva, ou bon. Mais elle a une fraîcheur. Et elle dit, je connais, mon père était patron de PME, j'ai vécu les soirs où il arrivait en faisant la tronche, et on se disait, la boîte va faire faillite. Donc elle dit, on a vécu en permanence, ma mère, les enfants, on savait ce que ça voulait dire, l'incertitude. Et elle a gardé cette espèce de fraîcheur. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on la foute pas à la porte. C'est pour ça que, quand j'entendais les patrons la siffler, il y avait 340 patrons dans la salle, il n'y a peut-être eu que 15 patrons qui ont sifflé, mais dans la salle, on a l'impression que tout le monde a sifflé, et j'étais affligé. Et ça, je trouve que c'est très positif aussi. Si les têtes de l'État bougent, ça va pas, ils auront toujours un temps de retard. Hein. Il faut pas se leurrer. Parce que là, il y a un sacré train de retard. Oui. On sent vraiment, moi je vous le dis, tant que je le vis tous les jours, mais je pense que certains, que ce soit Thierry ou d'autres, moi je vois, c'est tout le compte. Je sens la bonne volonté, je la sens, je la sens. Je la sens avec la banque qui doit ouvrir, mais qui est un leurre, encore, parce que vous savez ce qui s'est passé, je vous l'annonce, il y a 2 mois, les présidents, entre le président et toute la pique, ils se sont disputés entre eux à savoir comment ils allaient réaménager les locaux, vous voyez. Alors la banque n'est pas encore ouverte, on attend toujours. Donc ça c'est la vérité, on a encore une année devant nous, mais on sent la volonté, effectivement. Mais là où je sens vraiment, là où mon inquiétude d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'avant, quand j'ai ouvert la société, je me disais, bon, à Dubaï, on avait des partenariats, à Londres aussi, on a des partenariats, on sent. Tu ne dépasses pas tes quotas, tu respectes la règle, tu ne bouges pas, la loi te protège. Tu la respectes, elle te protège. Là, je vois sans arrêt la taxe locale, par exemple, pour donner cet exemple, puisqu'elle va arriver, je viens de vous apprendre la nouvelle, elle a doublé, triplé. Mais on ne le sait même pas. C'est-à-dire que d'un côté, on sent la volonté politique, et de l'autre, on sent que, mais on s'enfonce. Et on se dit à un moment donné, mais comment voulez-vous que je programme un budget? Parce que ça, c'est un facteur de stress, on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais comment voulez-vous programmer quelque chose dont c'est pas lié à votre chiffre d'affaires? À un moment donné, vous dites, mais c'est pas le double, c'est le triple. Ça va être ça, merci le cadeau. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui crée le stress. C'est même pas la gestion de notre propre entreprise ou de notre propre contrat, parce qu'on sait où on va, on sait qu'un sou, on ne doit pas dépenser plus, on fait attention, on prend une marge de bruit. L'imprévisibilité des choses est effectivement un facteur de stress considérable. Oui, mais c'est augmenté, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est des facteurs qui ça. Alors on sent la volonté, mais d'un autre côté, c'est tout le contraire qui se passe sur le terrain. Et c'est là où peut-être elle s'est fait siffler la porte Fleur-Pellerin, parce qu'effectivement elle s'est fait siffler pour les questions de fiscalité. Parce qu'on contrôle elle y va, elle est solidaire avec son gouvernement, parce qu'elle a défendu évidemment le gouvernement. Et honnêtement, moi je suis complètement apolitique, mais qu'elle soit de gauche ou de droite, elle est de droite, elle est complètement au-dessus. Elle dit simplement aujourd'hui, oui, l'État de fric, et c'est vrai que avant de changer, de faire des coupes sombres, etc., il faudra 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on Mais nous, on n'est plus dans ce temps-là. Voilà, on tire sur la responsabilité. Juste poser la question. Quand on parle de l'État, c'est qu'on regarde un exemple italien, par exemple, il y a les Berlusconi, qui est un très grand patron d'entreprise, qui a été à la tête de l'État italien. Et lorsque l'époque où j'habite à Londres, je me suis dit, tiens, justement, c'est intéressant, on va voir ce que je pensais aurait été peut-être un bon modèle pour la France. En disant, un chef d'entreprise qui va venir prendre les rênes d'un pays, on va voir comment ça va sortir. On a vu comment ça s'est passé un an après un